Tu pars de zéro et tu souhaites générer 10 000 € par mois avec ton activité de location courte durée. Dans cette vidéo, je te donne la méthode qui te permettra d'y arriver le plus rapidement possible. Bon, pour le plan de cette vidéo, très simple. Premièrement, pour les nouveaux arrivants sur cette chaîne, on va voir combien rapporte un logement en location courte durée quand c'est fait de manière professionnelle. Et deuxièmement, on verra combien de temps, combien de projets il faudra pour arriver à ce stade des 10 000 € par mois. Et enfin, je t'expliquerai dans la troisième et dernière partie ce qui est le nerf de la guerre comme on dit, à savoir comment enchaîner les opérations le plus rapidement possible. Petit préambule avant de démarrer et de te dévoiler le plan d'action. Premièrement, on parle souvent des 10 000 € par mois sur internet. Je sais pas pourquoi ce chiffre-là d'ailleurs en particulier. C'est vrai que visiblement, bon, c'est à la mode. Et pour cette vidéo, je vais prendre ce montant, mais l'idée c'est bien évidemment que tu puisses toi-même personnaliser ce montant. Tu prends une feuille de papier, tu prends un stylo et tu notes par exemple à l'heure actuelle, peut-être tes charges fixes, le montant du coup qu'il te faudrait pour pouvoir les couvrir et t'adaptes le plan d'action que je vais te partager en fonction de ta situation. Deuxièmement, et c'est important que je te le précise dès le début, on va parler bien évidemment de mon mode d'exploitation qui est la location courte durée et non la location longue durée. Petit rappel, sur cette chaîne, on crée des logements comme ça et non comme ça. Si tu fais de la sous-location d'ailleurs, cette vidéo elle sera aussi intéressante pour toi. Une fois que tout ça est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet et voir à quoi ressemble ce plan d'action que je t'ai concocté. Premièrement, combien ça rapporte un logement? Bon, je vais rentrer dans le concret tout de suite. Ton logement, il doit te rapporter en location courte durée au minimum 20% de rendement net. C'est tout simplement la rentabilité qui correspond à ton chiffre d'affaires moins toutes les charges inhérentes à l'activité. Donc crédit, ménage, taxes foncières, achat de consommables, etc. Dans ce rendement net, je prends pas en compte les impôts que tu devras payer, sinon je te parlerai de rendement net. Si je te prends mon exemple, j'ai une SAS qui gère l'exploitation, donc c'est elle qui encaisse tous les revenus, qui paye toutes les dépenses, et c'est cette société qui reverse à mes SCI qui sont propriétaires des biens un loyer mensuel qui sert à couvrir le crédit, la taxe foncière, etc. En gros, j'ai ma SAS qui a un contrat de sous-location avec mes SCI. Dans cette société d'exploitation, j'ai des dépenses perso que je peux faire passer en charge d'entreprise, je pense que tu connais la chanson. Encore heureux d'ailleurs, c'est le minimum j'ai envie de te dire au vu des taux d'imposition qu'on a en France. Et le montant des impôts, il va dépendre d'année en année en fonction des dividendes que je veux me verser ou non, s'il y a une rémunération, s'il y a du déficit foncier que je peux intégrer, etc. etc. Si tu gères ça en nom propre comme c'était mon cas au début, forcément là le calcul de l'impôt il sera plus simple, il est aussi souvent un peu plus salé. Moi j'en ai fait les frais, mais dis-toi bien que quand tu investis dans l'IMO, contrairement à la majorité des autres business, payer des impôts c'est pas forcément inutile, ça peut avoir un intérêt puisque derrière vis-à-vis des banques tu vas pouvoir justifier que ton activité elle fonctionne plutôt bien et ça c'est une bonne chose si ton plan derrière c'est de réemprunter. Fermons cette parenthèse, donc dans cette vidéo on part du principe que chaque logement doit réaliser 20% de rentabilité nette. Si tu estimes toi que ce sont des rendements qui sont trop hauts et que tu comprends pas comment les atteindre, tu penses que c'est tout simplement pas possible, je t'invite tout simplement à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je sais que t'aimes le concret et si je te sors ce chiffre de 20%, ça sort pas de mon chapeau comme on dit, c'est les chiffres que je réalise moi-même et que les personnes que j'accompagne arrivent à réaliser. Je te garantis que si t'es intéressé par l'immobilier et la location courte durée qui rapporte vraiment de l'argent, tu trouveras des liens dans la description qui te permettront d'aller plus loin. Si t'es encore plus pressé, tu trouveras également un lien qui te permettra de prendre un call directement avec moi. Maintenant tu sais combien un logement doit te rapporter, c'est maintenant du coup qu'on va démarrer la partie 2 de cette vidéo, c'est-à-dire combien de temps, combien de projets il va falloir pour pouvoir aller atteindre cet objectif des 10 000 € par mois. D'après l'INSEE, en 2022, le salaire net moyen en France, c'était de 2630 € par mois. On va se baser sur ce montant de revenus pour notre exemple. On va partir du coup sur le classique des 35% d'endettement, ce qui nous fait une mensualité à 920 € par mois maximum à ne pas dépasser. C'est le montant max du coup que pourra supporter, allez on va l'appeler Kevin pour l'exemple. À l'heure où je te tourne cette vidéo, on est le 20 mars 2024 et à cette date, les taux moyens pour emprunter sur 25 ans, ils sont de environ 4,2%. Avec l'assurance, ça nous fait un taux global à 4,5% sur 25 ans. Et avec ces taux-là, Kevin il pourra emprunter environ à la banque un montant maximum de 170 000 € avec son salaire de 2600 € et quelques. Petite précision, bien évidemment, Kevin avant de se rendre à la banque, il s'est formé, il a rejoint l'académie du cash flow, donc bon, il s'est créé un dossier bancaire béton, il sait ce qu'il doit montrer, il sait ce qu'il doit pas montrer. L'idée de cette vidéo, c'est pas forcément de rentrer dans les détails du financement, mais si Kevin est locataire par exemple et qu'il veut investir en nom propre, il pourra pourquoi pas présenter le dossier en RP, donc résidence principale, pour avoir des conditions avantageuses et comme c'est son premier projet, ça peut être très intéressant, enfin, c'est une possibilité. Bon, on a déterminé que Kevin pouvait emprunter 170 000 € et on va considérer qu'il a 17 000 € de côté, donc 10% de ces 170 000 €, ce qui nous fait un budget global à 187 000 €. Ouais, je t'avais prévenu, Kevin il s'est formé, il est sérieux, c'est pas un flambeur, comme certains. Mais bon, il y a prescription, c'est fini ce temps-là. Premièrement, et là conseil qui est vraiment inhérent à notre mode d'exploitation, c'est qu'il va falloir budgéter un montant précis dans chacun de ces 5 postes de dépenses. Premièrement, l'achat du bien, deuxièmement, les frais de notaire, troisièmement, les frais de banque, donc frais de dossier plus frais de garantie, ça peut être frais de caution, hypothèque, privilège prêteur de deniers, quatrièmement, les travaux et les équipements, cinquièmement, les indispensables. Comme tu t'en doutes, ce qui fait qu'on arrive à louer à la nuit à des prix assez élevés, ça va être l'univers qu'on crée au sein de nos logements, c'est le fait qu'on donne accès à des biens qui sont premium, et forcément ça a un coût pour nous qui sommes investisseurs, qui est forcément plus élevé que si on faisait de la location meublée classique, les techniques de rénovation ne vont pas être les mêmes, les équipements également ne seront pas les mêmes, donc tout ça, ça aura un coût qui sera plus élevé, forcément. Et là, prends note, puisque moi qui accompagne des personnes, je te le dis, il y a 90% des investisseurs qui vont avoir un projet qui ne marchera tout simplement pas, et même pour les 10% restants, il y a de la marge d'amélioration, je te le garantis, tout simplement parce qu'ils savent pas comment créer un logement haut de gamme, ils savent pas le budgéter.
Si je te reprends l'exemple de Kevin, donc on a défini qu'il avait un budget total de 187 000 euros. Voici comment un investisseur qui ferait de la location meublée longue durée classique répartirait cette somme. Donc pour l'achat du bien, on aurait aux alentours de 160 000 euros. Pour les frais de notaire, on aurait 12 975 euros. Pour les frais de banque, on aurait 3 000 euros. Pour les travaux équipements, environ 11 000 euros. Je vais te montrer maintenant une liste de répartition que j'aurais pu conseiller à Kevin, qui correspond d'ailleurs à peu près à la répartition que j'ai moi-même utilisée pour l'achat de mon appartement situé proche de Disney. Pour un projet global à 187 000 euros, il y a pour l'achat du bien 145 000 euros, environ 145 000 euros donc dédiés à l'achat du bien. Les frais de notaire, on aurait 11 820 euros. Frais de banque, donc dossier caution, ça j'ai laissé la même chose, 3 000 euros. Travaux équipements, 23 000 euros. Et les indispensables, 3 400 euros. Tout de suite dans cette deuxième répartition, tu vois que le montant dédié aux travaux et aux équipements, il est 2 fois plus élevé que dans le premier exemple. Également, j'ai rajouté un poste de dépense que j'appelle les indispensables entre guillemets. Et donc tout ça, forcément, ça fait que le budget consacré au prix d'achat, il sera plus faible. Et c'est vraiment là que se trouve la subtilité. C'est que malheureusement, j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant: salut Camille, écoute, j'ai acheté un appartement, j'ai vu tes vidéos, bon franchement c'est top, les chiffres que tu arrives à faire, ils sont vraiment top, et j'ai envie de faire la même chose. Moi, c'est vrai qu'avec ces personnes-là, j'ai juste besoin d'avoir 2 infos. Premièrement, l'état du logement, et deuxièmement, le budget qui est alloué à la rénovation et aux équipements, si c'est un crédit travaux ou des fonds propres. Dans 95% des cas, la personne, elle aura tout simplement pas le budget pour réaliser un bien premium, un bien qui soit vraiment dédié à cette activité, tu vois, en créant un concept, en créant vraiment un univers. Et là d'ailleurs, on parle budget, mais je te parle même pas par exemple des réglementations d'urbanisme que les gens ne connaissent même pas, et même les investisseurs ne connaissent pas. Et ça, cette allocation du budget, c'est vraiment une des étapes qui est primordiale et qui est effectuée avant même que tu démarres les recherches, tu vois. Ça te permettra de pouvoir délimiter un budget en fonction de ta capacité d'emprunt et de ton épargne, et surtout de te fixer un montant maximum à ne pas dépasser. Autre point à souligner, donc je t'en ai parlé juste avant, je t'ai mis un poste de dépense qui s'appelle les indispensables. Effectivement, ça va correspondre à tout ce qui va être produit vraiment lié à notre activité. Donc ça peut être les draps, serviettes, peignoirs, chaussons, stock pour le minibar en lui-même, les produits d'accueil, etc., etc. Encore une fois, ça a un coût qu'il va falloir prévoir. Et pourquoi je te l'ai pas mis dans la partie travaux et équipements? C'est parce que dans la majorité des cas, cette partie-là, tu pourras pas forcément l'inclure dans ton crédit travaux, et tu devras la financer avec des fonds propres, donc avec ton argent, ton épargne. Même si d'ailleurs il y a quand même des possibilités, il y a des montages pour pouvoir inclure même ces postes-là, les draps, serviettes, dans ton crédit travaux. Là, pour cet exemple, on va considérer que c'est financé par les fonds propres de Mr Kevin. Maintenant que tout ça c'est dit, on va dire que Kevin, il a fait ses recherches. Comme il est malin et qu'il habite en région parisienne, il a fait en sorte que son logement soit prêt pour les JO. Donc disons qu'il va démarrer la location en juin 2024. Si je reprends l'exemple global de son projet de 187 000 euros, que je calcule du coup les 20% de rendement net, on arrive à un cash flow net avant impôt de 3 116 euros par mois. On a déjà fait quasiment un tiers du chemin, donc c'est déjà pas mal. Bravo Kevin. D'ailleurs, petite précision maintenant que j'y pense, parce que j'en parle souvent avec les personnes également que j'accompagne, c'est vrai que tu vois le ménage, je t'ai fait un petit point tout à l'heure, un petit aparté, dans notre business model, c'est un poste de dépense qui est quand même assez conséquent. Tu vois, sur les chiffres que je t'ai montré tout à l'heure, on était à environ 1500 euros par mois pour la maison et 1000 euros par mois de ménage pour l'appartement. Mais c'est vrai qu'au début de mon activité, comme je voulais mettre un maximum d'argent de côté le plus rapidement possible, c'est moi qui faisais le ménage au sein de mon logement, et je sais que pas mal de personnes que j'accompagne sont dans ce cas de figure, surtout si l'objectif c'est de mettre un maximum d'argent de côté. Là, si je reprends l'exemple de Kevin, il serait pas à 3000 euros de cash flow net s'il ferait le ménage lui-même, mais à 4000. Après, bien évidemment, il faut que son travail lui permette. Je pense qu'entre la gestion du linge et le ménage, il faut compter environ 2 heures par jour. Enfin bref, je tenais à le préciser puisque c'est peut-être comme ça que tu fonctionneras, en tout cas au début. Comme on a dit précédemment, donc Kevin, avant de se lancer, il s'est formé, donc il a demandé lors de sa demande de crédit à la banque un différé de 12 mois. On va dire que c'est un différé partiel, donc il rembourse uniquement les intérêts et l'assurance de son crédit. Par contre, dans les 20% net, le crédit, il est déjà censé être payé, les 20% de rendement net. Donc si Kevin, lui, il est en différé partiel, on peut rajouter environ 400 euros de cash flow mensuel, ce qui lui fera environ 3516 euros de cash flow net durant sa période de différé. Si on estime maintenant que ses travaux lui ont pris 3 mois et que son différé de 12 mois, 3 mois c'est raisonnable pour une rénovation par exemple d'appartement. Encore une fois, il a rejoint l'académie, donc il s'est planifié. Il est peut-être d'ailleurs, s'il est malin, passé par mon architecte pour lui faire les plans, donc ça allait vite. Ça fait qu'il touchera donc ses 3516 euros durant 9 mois, puis son cash flow passera à 3116 euros une fois que la période de différé s'arrêtera. Comme dans notre exemple, et pour cette vidéo, le but est d'atteindre ces 10 000 euros par mois de cash flow net, Kevin ne va surtout pas toucher cet argent, puisque c'est celui-ci qui va lui permettre de financer son prochain apport. Il faut que tu saches qu'il y a vraiment plein de règles que tu dois connaître pour maîtriser les financements bancaires, mais l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est vraiment que cash
cash is king et que l'argent appelle l'argent. Donc quand on va à la banque, il faut de l'argent sur les comptes. Je te dis pas de mettre l'argent en apport, ça c'est autre chose, mais juste déjà d'avoir de l'argent de côté, à disposition au cas où il se passe quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'épargne résiduelle et ça facilitera énormément tes demandes de financement. Donc on part du principe que Kevin a mis de côté l'argent généré par son logement. Il a donc au bout de 3 mois 10 500 €, au bout de 6 mois 21 000 €, au bout de 9 mois 546 000 € de côté. Non, je rigole, hein, c'est juste pour voir si tu suis bien la vidéo. Moi ça me fait rire. Au bout de 9 mois, Kevin il aura environ 31 500 € de côté, ce qui est énorme hein, d'ailleurs, je sais pas si tu te rends compte. À ce stade de la vidéo, on a vu combien un logement doit te rapporter si tu fais bien les choses en l'exploitant en location courte durée. Je t'ai expliqué dans les grandes lignes l'importance de l'allocation de ton budget global. On va passer maintenant à la troisième étape qui sera comment pouvoir enchaîner les opérations. Donc pour atteindre ces 10 000 € par mois de cash flow net, on va estimer du coup au vu des chiffres qu'on a vu juste avant que Kevin devra recommencer encore 2 nouvelles opérations similaires à la première, donc dans des budgets globaux aux alentours de 200 000 €. Il faut que tu comprennes que pour aller vite et enchaîner les opérations, tout à l'heure on a parlé de cash is king, et ça c'est valable dans l'immobilier en règle générale, pas que dans la location courte durée, tu vas avoir besoin de 2 compétences. Premièrement, tu vas devoir être un expert dans l'art de rentabiliser des opérations, que ce soit par le mode d'exploitation, par la rénovation, par les autorisations aussi, puisque là c'est pas forcément le but de la vidéo, mais tu sais peut-être que notre activité elle est réglementée, donc il y a des autorisations à avoir en mairie qui peuvent faire prendre beaucoup de valeur à ton logement. Deuxièmement, tu vas également devoir maîtriser le financement bancaire, et là on rentre quasiment dans des mécanismes d'influence, de persuasion, de storytelling, et je te garantis pour l'avoir vu de mes propres yeux qu'il y a des gens qui maîtrisent pas la première compétence, donc qui ont des projets sur le papier et même en réalité qui sont pas très rentables, mais par contre qui arrivent à lever quasiment 1 million € dans chaque banque parce qu'ils savent quoi montrer aux banquiers, ils savent quoi ne pas montrer. C'est une sorte, tu vois, d'ingénierie financière que tu dois également maîtriser. Si on revient à notre Kevin, je t'avais indiqué en début de vidéo qu'il était locataire, donc il avait la possibilité de présenter le dossier de financement en RP, donc en résidence principale. Là, pour l'exemple, on va partir du principe qu'il a acheté ce premier logement en SCI à Liès, par exemple. L'idée, c'est que je te donne quelques tips qui te permettront de voir les différentes possibilités pour pouvoir continuer à obtenir des financements. En l'occurrence, dans notre exemple, de nouveaux financements. Pour des raisons de financement et pour des raisons aussi fiscales, Kevin, honnêtement, aura tout intérêt à obtenir son financement via une société, donc soit civile, comme une SCI à Liès par exemple, puisque c'est l'exemple que j'ai pris, ou via une société commerciale, type SAS ou SARL. Pareil, même sur ça, il n'y a pas forcément de généralité à faire, puisque peut-être qu'en te rendant, je sais pas, au crédit mutuel de ta ville, ils vont te dire qu'ils financent uniquement les projets locatifs, peut-être en SAS, et peut-être que quand tu vas aller 100 mètres plus loin à la Société Générale de ta ville, ils vont te dire que eux, ils financent le locatif uniquement avec des montages en SCI, société civile. En gros, si je peux synthétiser, le nom propre, ça peut rester intéressant et moi je suis transparent avec toi puisque c'est comme ça que j'ai démarré. À l'époque, j'avais pas envie de monter un dossier locatif, donc j'ai présenté le dossier en résidence principale. Et là, forcément, quand tu t'es financé en nom propre pour une résidence principale, l'apport il est plus faible, les durées potentiellement elles sont plus longues. En tout cas, c'est facile d'avoir du 25 ans et les taux sont généralement plus bas pour une première opération. Pour une première opération, ça peut être intéressant entre guillemets pour faire ses preuves, pour se constituer un capital comme on l'a vu dans l'exemple avec le différé. Après, c'est vraiment du cas par cas, comme je te dis, il n'y a pas vraiment de généralité. Donc on a dit que Kevin, 12 mois après son premier achat, a constitué un capital d'environ 30 000 €. Il a maintenant plusieurs possibilités du coup qui s'offrent à lui pour financer son prochain bien. Il peut décider de jouer carte sur table avec sa banque ou des banques concurrentes d'ailleurs, en parlant de son activité de location courte durée. Il faut savoir que si tu décides de faire financer ton opération en expliquant au banquier que tu comptes exploiter ce logement en location courte durée, t'es entre guillemets hors catégorie, puisque déjà tous les conseillers ne comprennent pas le locatif entre guillemets standard, donc la location longue durée. Alors la location courte durée encore moins. Ce qui va leur permettre de pouvoir comprendre cette activité-là, ça sera tes bilans en fait, ça sera les chiffres, c'est toujours pareil. Exactement, même si je prends un exemple assez simple, un boucher ou un boulanger, tu vois, qui souhaite ouvrir une nouvelle boulangerie, si sa boulangerie elle a que 6 mois d'ancienneté, ça va être compliqué pour le banquier de pouvoir pondérer le risque qu'il prend en finançant l'achat d'une nouvelle boulangerie par exemple. Et les banquiers, dis-toi bien que s'il y a bien une chose qu'ils aiment pas faire, c'est prendre des risques. Dans notre exemple, Kevin lui aura un recul de 12 mois, donc aura un bilan d'activité. Est-ce que c'est suffisant? Oui et non. Ça peut être suffisant à certaines conditions. D'avoir déjà un interlocuteur qui comprend l'activité, qui est réceptif et aussi qui est décideur. On n'en parle pas assez de ça, mais il faut que ce soit une personne qui ait la délégation nécessaire pour pouvoir dire oui. Et là, on est dans des montants avec l'exemple que je t'ai donné qui sont aux alentours des 200 000 €. C'est relativement faible, donc c'est pas très compliqué de trouver une personne qui a cette délégation pour pouvoir financer ce genre d'opération. Également, l'apport que tu vas mettre dans le projet, il va être important. L'épargne résiduelle qu'il y a sur le compte, la présentation de ton dossier, ta situation personnelle, les objectifs de la banque aussi au moment où tu présentes ton dossier, etc., etc. Donc il y a plein de critères qui rentrent en compte.
compte. Dans mon cas, moi perso, j'ai été financé avec un recul, j'avais à peu près 1 an et demi d'activité. Et j'ai déjà vu des personnes se faire financer avec un seul bilan. C'est possible. Et encore une fois, si je te prends mon exemple, je sais maintenant exactement quel interlocuteur aller voir pour financer ce genre d'opération. Moi, en l'occurrence, je sais que dans mon secteur, j'ai un directeur d'agence qui travaille chez le CIC qui est pas loin de chez moi. Et ça, cette visibilité-là, bon, forcément, elle viendra avec l'expérience. Également, grâce à des courtiers, n'hésite pas, ça peut être intéressant, puisque eux vont avoir cette vision-là et connaissent, tu vois, les banquiers avec qui ils travaillent. Un bon courtier, il doit pouvoir te dire, en fonction de ton projet, quel interlocuteur sera réceptif ou non à ton projet. L'autre possibilité pour Kevin, du coup, tout à l'heure, je t'ai dit qu'elle avait 2 possibilités, ça sera de présenter à la banque un dossier en locatif standard, donc avec des projections de loyer en meublé classique. On a vu tout à l'heure ce que c'était les projections de loyer. Forcément, sur le papier, bon, le rendement, il sera beaucoup plus faible, mais ça facilitera grandement l'obtention du crédit. Également, dans ce type de dossier, pas besoin de business plan, pas besoin de prévisionnel. On va dire qu'on n'est pas sur la même complexité de dossier, même si un dossier en locatif standard, il doit être très bien présenté, il doit être très précis et montrer au banquier tout simplement qu'on maîtrise ce qu'on fait. Si Kevin, il décide de présenter le dossier de financement de sa deuxième opération en location meublée standard, je vais te donner un petit tips avant d'arriver au terme de cette vidéo. Pourquoi pas faire la bascule en amont du financement du second projet sur le premier bien, notamment avec des sociétés de conciergerie qui proposent de sous-louer avec des loyers qui sont beaucoup plus attractifs, qui sont 30 à 50% au-dessus des loyers meublés classiques, mais qui vont être beaucoup plus rassurants pour les banques. Je te donne un exemple. Imaginons que son premier bien qu'il exploite actuellement en courte durée, tout à l'heure on a vu qu'il lui rapporte 3 000 €. S'il loue un meublé classique, à peu près, on va dire 1 100 €, cette société de conciergerie lui donnera un loyer mensuel à peu près à 1 540 € par exemple. Et l'avantage, c'est que cette société, donc cette même société, elle pourra lui fournir une promesse de bail qu'il pourra fournir à la banque pour le financement de sa seconde opération. Donc à court terme, effectivement, il gagnera moins, mais pour la présentation à la banque, ça peut être très intéressant. Effectivement, on a vu que Kevin, son premier logement, il lui rapporte 3 000 € par mois, donc c'est très intéressant. Mais l'avantage de pouvoir passer par ces sociétés d'entre guillemets de sous-location, si on part du principe que Kevin, il recommence une nouvelle opération par an, il aura atteint son objectif des 10 000 € par mois en 3 ans, ce qui est quand même super. À savoir que plus il avancera dans son parcours, comme je te l'ai dit tout à l'heure, cash is king, également plus il aura d'ancienneté, de légitimité auprès des partenaires, plus il aura un capital restendu qui sera faible sur ses opérations et sur ses crédits, et plus il aura normalement d'argent sur ses comptes. Bien sûr, bon, il ne va pas jouer au casino s'il ne part pas aux Bahamas. Mais voilà, il faut vraiment que tu comprennes cette logique, et comme on dit souvent, le plus dur, c'est vraiment de se lancer. Et c'est pour ça que je le répète souvent dans mes accompagnements, c'est que moi, vraiment, je préfère accompagner les personnes avant même qu'elles n'aient acheté leur premier bien, puisque comme j'ai pu commencer à t'expliquer dans cette vidéo, le premier projet il va être vraiment décisif et encore plus si tu souhaites toi aussi enchaîner les opérations. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais il y a énormément d'informations. J'espère en tout cas que tu en ressors avec une vision plus claire de l'activité de location courte durée. Si c'est le cas, j'aurai réussi ma mission et j'en serai très content. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne, enfin bon, tu connais la chanson. S'il y a des choses qui pour toi n'ont pas été claires, n'hésite pas à me les partager en commentaire. S'il y a également d'autres questions que tu te poses, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je fais en sorte de répondre à tout le monde. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Camille. Allez, ciao ciao.